Les élections, vous savez, vont démarrer mercredi prochain à partir de midi et se finiront le 7 avril à midi. Donc vous avez reçu les codes dans une enveloppe blanche où il y a marqué élection URPS en rouge en travers. Voilà, c'est là où il y a toutes les informations pour pouvoir voter. Vous savez que ce vote est très important. On vous donne la parole une fois tous les 5 ans, la possibilité de choisir quel est votre syndicat que vous souhaitez voir représentatif et dominant, puisqu'on sera deux, donc il y en a un qui sera devant, l'autre qui sera second, pour les 5 prochaines années, avec des représentants dans vos régions, des représentants qui vont siéger en commission paritaire nationale, régionale, locale, avec l'assurance maladie, et donc qui vont vous représenter sur tous les territoires. Vous avez reçu Officine à venir, avec les professions de foi de chaque région, les candidats qui sont présents et les candidates. Vous voyez que nos listes sont équilibrées. Elles sont avec des pharmaciennes de proximité, je dirais des pharmaciennes et des pharmaciens qui adorent leur métier, qui ont envie de le faire évoluer, qui sont, je dirais, dans l'état d'esprit de l'USPO, c'est-à-dire toujours plus de métiers, toujours plus de pharmacie clinique, toujours plus d'extension des nouvelles missions. Vous vous rappelez ce mot nouvelle mission, hein, on était critiqué il y a 10 ans, on disait de quoi tu parles, une nouvelle mission. Ben oui, ça y est, une nouvelle mission, maintenant c'est une évidence, et on élargit nos compétences et on les valorise, nos compétences. Donc c'est ça ce qui anime l'USPO, donc je peux vous dire que vous pouvez faire confiance à tous ceux qui sont sur les listes USPO, parce qu'ils sont dans cet état d'esprit et ils ont décidé de s'investir pour faire progresser notre métier sur tous les territoires et que ça profite à tous les pharmaciens de toutes les régions, de tous les départements. Donc n'hésitez pas à leur donner votre confiance. Sur le programme de l'USPO et ce que nous avons réalisé et ce que nous voulons réaliser dans les prochains jours. Donc, la première partie, c'est ce que nous avons réalisé. Ce que nous avons réalisé, vous savez, l'USPO, on ne fait pas de la politique, nous. On fait du syndicalisme. Et le syndicalisme, il est simple. Nous, on est pharmaciens, Pierre est pharmacien comme vous, comme moi, j'ai ma pharmacie, on a notre pharmacie et on vit de notre pharmacie. Et donc, on est proche de vous et on a les mêmes préoccupations que vous. On n'est pas des professionnels de la politique. Et donc, nous, on avait pris, après une consultation, des engagements. Et les engagements que nous avions pris, eh bien, on les a listés pour voir si nous les avions tenus. C'est comme ça qu'on rend, 5 ans après, le bilan pour savoir si on est juste des gens qui vous appellent au téléphone juste un mois avant les élections, qui font des after-work juste un mois avant les élections, ou si vous avez un syndicat qui vous a accompagné pendant 5 ans. Donc nous, les engagements qu'on avait pris, c'était de signer un contrat de 3 ans avec l'État et avec la CNAM pour garantir la rémunération des pharmaciens et réformer notre marge. Donc sortir d'une marge commerciale pour aller vers une rémunération plutôt à l'acte, indépendante des prix et indépendant des volumes. C'est ce qu'on a fait et ce qui nous a protégé des baisses de prix et ce qui a permis à la profession d'avoir 400 millions supplémentaires et 900 millions par rapport à l'ancienne marge si nous n'avions pas réformé notre profession dès 2018. On a supprimé la tranche à 0% pour les médicaments inférieurs à 1,91 €. Malheureusement, nous n'avons pas pu supprimer la tranche à 0% qui avait été introduite par notre syndicat sur les médicaments chers. C'était franchement pas la bonne idée. On en souffre tous les jours. C'est là où il y a de la croissance et c'est là où notre syndicat a mis une marge à 0. Bravo, c'est malin. Ensuite, on a concrétisé ce qu'on a dit tout à l'heure, le statut de pharmacien correspondant dans l'avenant 19. Ce pharmacien qui va être désigné par le patient, enregistré dans l'assurance maladie pour pouvoir avoir plus de prérogatives sur le renouvellement des ordonnances, sur l'adaptation des traitements. L'objectif, c'est quoi? C'est de dire, quand j'ai un patient qui est hypertendu et qui a un traitement sous sartan,
Le médecin va mettre une ordonnance à renouveler pour 3 mois, et moi je vais être autorisé à la renouveler 3 mois de plus, et peut-être pendant 1 an, à condition que je surveille l'attention du patient pour savoir si le traitement est toujours adapté. Et s'il n'y a pas besoin d'une réévaluation, il n'y a pas besoin d'une consultation médicale. Et la mise en place du protocole fera certainement une rémunération différente du médecin traitant, et c'est légitime, et une rémunération complémentaire, en plus de la facilité du travail pour le pharmacien, pour surveiller le patient et éventuellement adapter les posologies dans le cadre d'un protocole bien établi. Ça se passe dans les autres pays. Je ne vois pas pourquoi ça ne se passerait pas en France. Et donc ça, c'est une vieille idée de l'USPO qui date de 10 ans. Pharmacien correspondant, il a été inventé dans les murs de l'USPO et on l'a concrétisé. Et maintenant, avec l'avenant 19, il va rentrer à la fois, il est déjà dans la loi, mais il va rentrer maintenant dans les tablettes de l'assurance maladie, comme le médecin traitant. Mettre en œuvre de nouveaux entretiens pharmaceutiques, voilà, on a mis en place des anticancéreux oraux. Là, on va travailler sur le diabète et on les a simplifiés parce qu'on ne voulait plus être payé sur un modèle de ROS, mais être payé à l'acte, c'est-à-dire une fois que vous avez fini les 3 entretiens sur l'année, vous envoyez votre FSE et vous êtes payé de suite. Et avant, vous avez fait juste un code traceur. Impliquer les pharmaciens dans la conciliation médicamenteuse, voilà, c'est fait. On avait appelé ça à l'époque la conciliation médicamenteuse, ça s'appelle les bilans de médication. Voilà, c'est fait. Et développer et rémunérer les actions de prévention et de dépistage. Voilà le gros coup d'accélérateur qu'on a connu sur l'année 2020 avec la vaccination contre la grippe. On va étendre la vaccination contre la grippe, j'espère, dès la rentrée aux personnes qui n'ont pas de bons de prise en charge. Covid, voilà, on se bagarre pour vacciner, on s'est bagarré. Vous avez vu l'USPO, on ne s'est pas laissé marcher sur les pieds par les médecins. On a combattu cette position des médecins qui voulaient tout garder. Vous avez remarqué qu'on n'était pas très nombreux dans cette bagarre, parce qu'il fallait les affronter, les syndicats de médecins, à la fois sur les plateaux télé, à la fois sur les chaînes radio, et à la fois devant le ministère, et sans faire de la provocation, mais en argumentant. C'est ce qu'a fait l'USPO. Un petit peu seul, avec l'ordre des pharmaciens, qui était présent. Ensuite, bien sûr, le dépistage, tous les dépistages. On travaille actuellement sur les dépistages cancer colorectal. Rémunérer les interventions pharmaceutiques. Voilà, on a commencé par la dispensation adaptée. Là aussi, avenant 19, ah, quelle horreur, ce machin, etc. Non, attendez, c'est l'avenir. Le bon usage du médicament, c'est l'avenir. C'est pas la course au volume. C'est fini la course au volume. Ce qui est important, c'est le bon usage. Et derrière, la lutte contre la iatrogénie, c'est ce qui fait l'essence même du métier de pharmacien. Et puis, bien sûr, on a été très attentif à chaque fois qu'il a fallu se bagarrer sur le monopole, sur les règles d'installation, maintenir les pharmacies au village, en milieu rural. Eh bien, chaque fois, l'USPO a été très présente. Et on maintient aujourd'hui ce maillage en disant, mais si vous voulez maintenir des pharmacies en milieu rural, si le médecin est parti, quand le médecin parle, il ne faut pas que ça condamne la pharmacie. Au contraire, il faut que ça renforce le rôle du pharmacien sur ce territoire en lui donnant encore plus de missions, encore plus d'équipements, encore plus de prérogatives, parce que les patients qui sont autour de cette pharmacie ont besoin d'avoir un acteur de santé de proximité. Alors, juste peut-être Pierre, sur la partie métier. Quelles sont les propositions de l'USPO? Alors, déjà, le métier, pour faire évoluer le métier, il fallait impérativement faire une réforme économique. L'un est lié avec l'autre. Si on n'avait pas de visibilité économique, on ne pouvait pas faire évoluer le métier, on ne pouvait pas demander aux pharmaciens de s'impliquer alors qu'on était dans une économie qui était moribonde en 2017. Depuis que l'USPO a pris les rênes de la convention collective, non pas de la convention collective, de la convention, pardon, avec l'assurance maladie, jamais le métier n'a évolué aussi vite. On l'a fait évoluer en 3 ans comme jamais il a évolué depuis et encore plus rapidement ces dernières années. Mais c'est pas un travail qui a été fait que depuis 3 ans, c'est un travail de 20 ans. Comme tu l'as dit tout à l'heure, des idées sont nées dans les murs de l'USPO il y a plus de 10 ans, on les a fait maturer et aujourd'hui elles voient le jour, mais ça s'est fait
dans le temps, et ça s'est terriblement accéléré depuis que c'est l'USPO qui gère la convention et qui a pris les rênes de cette convention. Alors, il y a différents points importants. La simplification administrative et l'évolution numérique. Alors oui, la simplification administrative, les règles, on se rend compte qu'il y a énormément de règles de prescription qui ne sont plus suivies aujourd'hui. Ces règles, elles sont plus suivies par les médecins, elles sont plus suivies par les pharmaciens parce qu'elles sont compliquées, et les patients, eux, n'y comprennent plus rien non plus. Et ces règles, qui étaient là au départ pour protéger les patients, on se rend compte qu'elles n'ont pas cet effet-là, pas l'effet attendu. Donc il faut qu'on les simplifie, il faut qu'on les diminue, il vaut mieux 10 règles qui sont simples et qui sont protectrices pour les patients que tout le monde va respecter, plutôt que 50 qui sont là et qui ont le mérite d'exister, mais qui ne sont dans une cacophonie et qui ne sont là que pour alourdir les choses. Et d'autant plus qu'il faut impérativement que le pharmacien soit vu comme un professionnel de santé et plus comme le seul regard de son acte de facturation. Aujourd'hui, l'assurance maladie, quand elle fait une étude d'activité, elle ne regarde le pharmacien que sous le regard de la facturation. Ça doit changer aussi. L'évolution numérique, eh bien, les logiciels, qui aujourd'hui sont des logiciels économiques, qui nous permettent de commander, de faire du tiers payant, de faire de la gestion de stock, doivent évoluer pour prendre en charge la gestion des patients et aussi la gestion clinique des patients. Il faudrait que les logiciels puissent nous proposer les bilans, intégrer les bilans dans la fiche du patient, et puis qu'il y ait tout ce volet logistique et clinique du patient intégré à nos logiciels. On le demande depuis des mois, des années. Bon, c'est compliqué, mais je pense qu'on va y arriver un jour. Il faut que les logiciels évoluent et suivent le métier du pharmacien et pas faire que de l'économie. Pour ce qui est de la sortie hospitalière, vous voyez, dans les régions qui sont pilotées par l'USPO, on a commencé de travailler dessus en disant, par exemple, pour les patients qui sont mis sous pompe à insuline, il est inadmissible qu'on soit court-circuité dans la dispensation du matériel, des consommables. Alors oui, on délivre les médicaments, on délivre l'insuline, mais par contre, les consommables, les cathéters, les réservoirs, c'est donné par des prestataires et ça doit revenir dans le giron pharmaceutique avec un suivi, avec un suivi des patients. C'est ce qu'on a mis en place avec une société qui s'appelle Timkel, qui va prendre en charge des patients et nous aider à nous pouvoir dispenser ces produits-là aux patients et pouvoir les faire rentrer dans le giron de la pharmacie. Mais c'est aussi avec d'autres choses comme l'apnée du sommeil, où on demande à récupérer ces patients-là avec des expérimentations qui ont été faites et qui vont permettre de pérenniser ça et de développer ça sur tous les territoires. Ça se fait en Bourgogne-Franche-Comté, ça se fait aussi en Île-de-France. Les interventions pharmaceutiques. Les interventions pharmaceutiques, c'est un dada de l'USPO. On a été les premiers à faire rentrer ce mot-là dans la convention avec l'assurance maladie, dans le fait de pouvoir mieux dispenser le médicament aux patients. Il est important pour nous de replacer le pharmacien au cœur du bon usage du médicament et ces interventions pharmaceutiques en sont véritablement l'exemple. Lorsqu'on a créé la dispensation adaptée, qui est la première intervention pharmaceutique, c'était tout simplement de mettre en lumière le fait que le pharmacien ne dispensait pas la totalité du traitement, mais juste ce dont le patient avait besoin pour son traitement et de replacer le pharmacien au cœur du bon usage. Les pharmaciens nous disaient, quand on a un contrôle, on nous dit toujours l'assurance maladie, vous avez trop délivré de boîtes. Mais on ne nous dit jamais, vous n'en avez jamais pas assez délivré ou moins délivré. Eh bien ça, on le met en lumière. Et il faut que les interventions pharmaceutiques continuent de se modifier, continuent de se développer. Les interventions pharmaceutiques, elles sont là quand il y a un moment de fragilité du patient. Et quand il y a ce moment de fragilité, il faut qu'on puisse mettre en lumière un problème de prescription. Prenons l'exemple d'un patient qui sort de l'hôpital, sa prescription a été changée, il revoit son médecin généraliste, le médecin rechange à nouveau. Ben, il faut que là, on puisse mettre en lumière ce problème parce que pourquoi il y a autant de changements? Il y a peut-être une raison, il n'y en a peut-être pas. Il faut qu'on puisse le mettre en lumière et le tracer pour le quantifier et montrer le travail que fait le pharmacien. Un exemple, la dispensation adaptée, c'est 16 000 officines qui ont adhéré pour plus de 4 millions de codes. Donc c'est énorme. Donc ça veut bien dire que c'est une volonté des pharmaciens de tracer les choses qu'ils font et de développer des interventions pharmaceutiques. Et avec Eric Ruspini qui siège à la SFPC, on va aussi développer les nouvelles interventions pharmaceutiques. Il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut que l'on développe d'autres choses qui vont arriver dans les années qui viennent.
Le pharmacien correspondant, bon Gilles, tu en as parlé, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous et qui va arriver maintenant, qui va arriver dans le cadre de la convention, avec un enregistrement et un enregistrement auprès de l'assurance maladie et la capacité que vont avoir les pharmaciens d'adapter, de renouveler et d'adapter les soins et les traitements dans le cadre d'un programme, dans le cadre d'une convention, d'un protocole signé avec le médecin. Les soins non programmés, le premier recours, ça aussi c'est fondamental et on se bat pour ça. On sait tous que quand il y a un enfant qui tombe dans la rue, il vient voir le pharmacien, même si le médecin est à côté, parce que la porte du pharmacien elle est toujours ouverte. Ils savent qu'ils vont trouver un professionnel tout le temps présent pour prendre en charge le patient, pour enlever une tique, pour enlever une écharpe, pour faire un bobo, pour orienter aussi en disant ben là c'est pas de mon recours et il faut aller à SOS Main, il faut aller au SAMU, il faut aller aux urgences. Donc là le premier recours, on joue pleinement notre rôle et il faut qu'on le développe. Ça va être les propositions que l'on fait dans l'avenir. Renforcer l'adhésion des patients à leur traitement. Alors vous savez, ça ce sont tous les accompagnements. Tous les accompagnements qu'on a mis en place depuis maintenant des années avec les AVK, l'ASM, l'AOD. Mais par contre, cette adhésion-là, on vous a entendu, parce que vous nous disiez toujours, on prend les accompagnements, mais on est payé sous forme de ROSP à 12 mois, à 18 mois. C'est pas bien, ça ne nous convient pas. Donc on vous a entendu et on a fait rentrer maintenant le paiement avec le champ conventionnel, le paiement à la fin du parcours. On fait l'acte, on fait le parcours et à la fin du parcours, on est payé. Donc ça, on a déjà facilité ces choses-là. Il faut encore que ça s'améliore, il faut encore que ça se facilite, en particulier avec les logiciels. Et ça, pour nous, c'est important. On va encore renforcer l'adhésion des patients à leur traitement. Alors, comme l'a dit Gilles, ça vient d'être tout récemment signé avec les anticancéreux oraux. Les points que nous sommes en train de développer avec l'assurance maladie pour l'avenir, c'est le dépistage du cancer colorectal, renforcer l'adhésion des patients à se faire dépister, dépistage aussi du cancer du sein et du cancer de l'utérus pour qu'il y ait un renforcement d'adhésion aussi avec ces patients-là. Et à l'image de ce qui s'est fait avec l'URPS, USPO en Corse, qui a renforcé, qui a promulgué et poussé le dépistage du cancer colorectal, on s'est rendu compte que quand il y avait les pharmaciens qui rentraient dans la boucle, on multipliait l'adhésion par 3 et on multipliait aussi le taux forcément de dépistage et on améliorait cette couverture de dépistage. Juste, j'ai oublié une chose par rapport aux pharmaciens de premier recours. On a développé avec l'USPO un partenariat avec Carte Blanche. C'est pas un partenariat qui se fait comme ça s'était fait avec Santé Claire. C'est pas certaines pharmacies. C'est pas avec des prix imposés. Non, ce sont tous les pharmaciens. On l'a développé pour tous les pharmaciens. Ce partenariat avec Carte Blanche, c'est un panier de soins. C'est un panier où le pharmacien va pouvoir dispenser. Il va y avoir une prise en charge en direct sous la forme d'un tiers payant. Mais on ne va pas s'arrêter là. Maintenant, il faut aussi qu'on développe ce premier recours, cette prise en charge des patients en direct avec l'assurance maladie et avec d'autres médicaments comme des médicaments à prescription médicale obligatoire, prenons les antibiotiques, la cystite, les douleurs dentaires, etc., sous la forme de protocole, pris en charge par l'assurance maladie aussi, éventuellement par les mutuelles. Je reviens à l'adhésion des patients à leur traitement. Donc, le cancer colorectal est quelque chose que l'on veut développer. Et il y a aussi deux autres points qui sont à l'ordre du jour actuellement. C'est les patients diabétiques. Alors, c'est un énorme accompagnement. Donc, ce sera pour la deuxième partie de l'année mis en place. Enfin, on va commencer à discuter avec l'assurance maladie la deuxième partie de l'année. Et il y a aussi le tabac, l'arrêt du tabac par les patients. Il est clair, l'HAS l'a dit et l'a redit, que quand il y avait une prise en charge du patient avec un professionnel de santé, il y avait beaucoup plus de chances que le patient arrête de fumer que s'il se faisait tout seul. Et aujourd'hui, il est inadmissible que le seul professionnel de santé qui ne puisse pas faire prendre en charge les substituts nicotiniques, ce soit le pharmacien. C'est inadmissible. Alors, on a réfléchi à l'USPO, on s'est dit, la pharmacie ne doit pas être le permis à remboursement. Mais si on fait rentrer le patient dans un vrai protocole et dans un vrai acte, et que le patient, on en a un repérage, on le prend en charge avec des entretiens motivationnels. Et si au cours de ces entretiens motivationnels, il faut pour lui, pour qu'il arrête de fumer, qu'il ait des substituts nicotiniques, on doit pouvoir, nous, les prescrire et les faire prendre en charge. C'est ce qu'on a demandé à l'assurance maladie. On est en train de travailler là-dessus.
Pour ce qui est prévention et dépistage, alors ça, ce sont deux choses importantes pour l'USPO. La vaccination, en termes de prévention, est depuis le début quelque chose d'important. On s'est tous battus et tous les présidents ont poussé pour que la vaccination soit quelque chose qui soit dans notre giron et quelque chose qu'on soit capable de faire. Alors au départ, la vaccination de grippe dans 2 régions, étendue dans 4, et après étendue à tout le monde. Et comme l'a rappelé Gilles tout à l'heure, on demande pour l'année prochaine que tous les patients puissent bénéficier de l'acte de vaccination à l'officine, pas seulement les porteurs de bons, que ce soit étendu à tout le monde. Et après, on demandera aussi que les vaccins puissent être, selon le calendrier vaccinal, prescrits et injectés par le pharmacien à l'officine. Pour ce qui est du dépistage, alors le dépistage, tous les dépistages doivent être accessibles en pharmacie, que ce soit comme l'ont fait les Hauts-de-France, l'URPS Hauts-de-France, le risque cardiovasculaire, l'apnée du sommeil, le diabète, tout ça doit être accessible en pharmacie. Mais également la totalité des TROD. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on nous dise vous avez la possibilité de faire tel TROD ou tel autre TROD. Non, il faut qu'on ait la possibilité de faire tous les TROD. Et si pour une raison politique, on nous dit ce TROD-là, on ne va pas le faire pour l'instant, on nous le retire. Mais il ne faut pas qu'on nous donne petit à petit tous les TROD, il faut qu'on ait une liste de tout, il faut qu'on puisse faire tous les TROD et on nous retirera ceux qu'il ne faut pas, que l'on ne veut pas faire. Parce qu'il y aura une décision politique de ne pas le faire pour l'instant. Pour ce qui est le médicament vétérinaire, l'USPO se bat toujours pour que le pharmacien joue pleinement son rôle dans le traitement des animaux, que ce soit des animaux de rente ou enfin des petits animaux de compagnie ou les animaux d'élevage. Il faut que le pharmacien puisse jouer son rôle et il faut tout simplement que le vétérinaire respecte la règle, il fait la prescription et libre au patient, donc dans ce cadre-là, ou au propriétaire de l'animal ou de l'élevage, d'aller chercher son médicament là où il désire, à la pharmacie ou chez le vétérinaire, et pas qu'il y ait une monopolisation de l'ordonnance et que le vétérinaire force le patient à prendre les médicaments chez lui. On se bat toujours pour ça. Pour ce qui est de conforter le réseau officinal, vous voyez que le pharmacien correspondant joue pleinement son rôle dans le fait de conforter le réseau. Comme l'a dit Gilles, on va toujours se battre pour que les piliers de la pharmacie restent et soient maintenus. Moi, je vous dis juste une chose. J'aimerais que vous alliez faire un petit travail qui va être d'aller voir dans vos logiciels le nombre d'actes faits par chaque prescripteur. Que vous alliez voir tous vos médecins, le nombre de prescriptions qu'ils ont fait. Et vous allez voir que la pharmacie, elle arrive en 5 ou 6e position, enfin au moins dans le top 10, c'est certain, de tout ce classement. Et le médecin, le prescripteur, la pharmacie en tant que prescripteur, rentre petit à petit et prend de plus en plus de poids petit à petit dans vos. Oh, je cherche tous les mots là, ça va pas du tout. Dans votre activité. Merci Gilles, dans votre activité. Et ça c'est aussi de plus en plus la capacité que vont avoir les pharmaciens d'être autonomes et d'être en capacité d'être prescripteurs d'un acte et aussi d'être de plus en plus importants dans leur activité pour cet acte-là. Voilà. Alors, si on passe sur l'économie, merci Pierre pour le métier. Vous voyez les idées de l'USPO, hein, c'est toujours d'avancer sur ce qu'on a construit depuis des années et de concrétiser et de le rendre applicable et pratique pour toutes les officines. Bon, un petit rappel sur l'économie, très rapidement. Voilà la réforme de l'USPO, hein, une réforme réussie avec l'avenant numéro 11. Hein, c'est pas nous qui le disons, c'est IQVIA. Si on était resté sur l'ancienne marge, on serait à 4,7 milliards aujourd'hui, au lieu d'être à 5,2 milliards. Et vous voyez que c'est cumulé sur 3 ans, ça fait 930 millions, donc 940 presque. Donc vous voyez, il valait mieux signer, même si on a signé seul, plutôt que de laisser encore l'économie de l'officine se dégrader et déraper et de perdre des années. Quand il y a une fenêtre de tir, il faut la prendre et signer, et après on fait évoluer les honoraires. Et donc c'est ce que nous allons proposer. En tout cas, voilà la différence. Hein. Et moi je vous demande vraiment d'aller sur le site d'IQVIA, pour ceux qui l'envoient, de regarder les statistiques que Osfarm nous a envoyées.
Et vous verrez que ça se traduit chez vous par une amélioration de votre marge, même si votre chiffre d'affaires stagne. Donc allez le voir. Sur IQVIA, c'est pas compliqué, c'est la petite maison et le bouton rose, et vous avez la simulation avec l'écart sur 3 ans, et vous verrez combien cette réforme vous a apporté. Tout le monde en a bénéficié, quelle que soit la taille des officines, quelle que soit leur situation géographique. On a quelques exceptions, une centaine de pharmaciens en 2019, et on avait prévu le coup avec l'assurance maladie, et ces pharmaciens, s'ils sont en négatif à cause de la modification de la marge, ils sont rattrapés à l'euro près, et donc ils ne sont pas négatifs, ils sont ramenés à zéro. Donc l'engagement de l'USPO est tenu, on est allé récupérer de l'argent pour pouvoir faire une réforme qui nous positionne comme un professionnel de santé et pas comme un petit commerçant avec une marge commerciale. Et on voit bien que notre réforme est beaucoup plus efficace que celle qui a eu lieu en 2015, 2016 et 2017, qui était une catastrophe économique avec ses marges à 0%, qui avait été inventées, franchement, quelle bêtise, et avoir misé sur les boîtes, sur le 1 euro à la boîte, alors qu'on voit bien que les volumes se cassent la figure. Et donc, quand on fait une réforme, on investit dans les paramètres qui augmentent et pas dans des paramètres qui sont condamnés à être à la baisse. Sinon, chaque fois, il faut renégocier ces paramètres et chaque fois, vous avez perdu de l'argent. Donc, c'est ce qui a été fait avec l'ancienne réforme et avec la nouvelle, ce n'est pas du tout le cas, et heureusement. Donc, vers où on va aller sur les cinq prochaines années, sur la réforme économique. Donc, ce que l'on va demander, bien évidemment, c'est de rester sur cette stratégie, c'est-à-dire de continuer à se déconnecter des prix, parce que les prix baissent, et donc chaque fois que les prix baissent, eh bien, si on est lié à une marge commerciale, on en prend plein la figure. Si on, bien sûr, continue à valoriser les honoraires, mais choisir les honoraires qui sont plutôt en progression, liés à l'âge, et pas liés à la taille de l'ordonnance. Les ordonnances qui ont s'aligné plus, celles-là, elles sont condamnées à diminuer. Donc, ça ne sert à rien de miser sur ces ordonnances-là. Aller chercher de la rémunération sur des médicaments qui vont sortir de l'hôpital et améliorer également la marge sur les médicaments chers. Parce qu'on l'a déjà amélioré en introduisant des honoraires supplémentaires, mais on voit bien que c'est là où il y a de la croissance et que c'est là où il faut bien sûr investir avec les pharmaciens. Bien sûr, le droit de substitution des biosimilaires, ça fait partie des projets de l'USPO. Aller chercher des facteurs de croissance avec des nouvelles missions, dépistage, prévention, suivi des patients chroniques, sevrage tabagique, voilà tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que tout ce que vous a décrit Pierre, bien sûr, avec des rémunérations et pas de gratuit, ça c'est fini. Valoriser et définir les nouvelles interventions pharmaceutiques et puis la préparation des doses administrées. Quand vous faites un bilan de médication, vous apercevez que le patient, eh bien, il n'est pas observant, il adhère pas à son traitement, eh bien, la préparation des doses administrées par le pharmacien, comme proposition, pardon, est une amélioration de l'observance. C'est pas réservé aux infirmiers, on peut le faire pour le domicile. Et on peut bien sûr dispenser à domicile. Vous vous rappelez que l'USPO l'avait demandé pendant la crise sanitaire, pendant l'année 2020, quand les personnes étaient confinées. Bon, ben, un autre syndicat a trouvé plus malin de nous mettre la Croix-Rouge dans les pattes. C'était pas très malin, ça a permis à l'assurance maladie de nous faire de gagner un an pour elle. Donc là, on l'a remis sur le tapis, on en a reparlé encore au vendredi. Alors là, l'autre syndicat trouve que c'est bien. Oui, mais toujours pareil, avec un an de retard. C'est dommage, parce que là, on aurait eu déjà cette avancée dès l'année 2020 pour dispenser à domicile et être rémunéré comme les autres professions de santé qui se déplacent à domicile et qui ont une indemnité. Une infirmière qui injecte à domicile, elle a une indemnité. Un médecin qui se déplace à domicile et qui fait une visite, ben c'est mieux rémunéré que une consultation au cabinet. Voilà, il n'y a pas de raison. Voilà. Nous, notre essence coûte aussi cher que celle de l'infirmière, celle du médecin. Et puis, revaloriser les gardes, oui, c'est nous qui avons introduit dans la dernière convention des astreintes, voilà, parce qu'on n'était pas payé, vous vous rappelez. Après, on les a revalorisées, elles sont à 190 € aujourd'hui, la journée ou la nuit. Eh bien, il faut revaloriser.
parce que c'est pas encore assez correctement rémunéré. Ça permet pas de payer un adjoint qui fait la garde. Et puis, il faut revaloriser également l'honoraire, parce que 5 euros et 8 euros. Et puis, peut-être qu'il faut qu'on travaille sur la nuit profonde, parce que c'est pas pareil d'être dérangé à 20 heures comme être dérangé à minuit ou à 2 heures du matin. Je pense que ça mérite une valorisation beaucoup plus importante que celle que l'on a quand on travaille le dimanche ou quand on travaille juste en queue de consultation. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir pour améliorer aussi dans la nuit profonde l'indemnité des pharmaciens. Donc voilà un programme USPO comme toujours dans la lignée, riche, qui est aujourd'hui, on est capable de convaincre les pouvoirs publics. Donc si vous nous donnez la majorité, eh bien on ira encore plus vite sur ces projets. Et si vous conviennent, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous mobilisez pour voter pour l'USPO sur les 7 jours qui arrivent. Et je le résume souvent comme ça, on est un syndicat jeune. On a créé ce syndicat pour ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire pour faire évoluer notre métier, et pas être dans les suiveurs ou subir, ou être juste dans la réaction. Nous, on est dans l'anticipation, on fait bouger les lignes. Alors, ça fait pas plaisir aux médecins, ça fait pas plaisir aux infirmiers, et alors? C'est pas ça le sujet. C'est est-ce que nos propositions vont dans les besoins futurs des patients? Oui. Sur la sortie hospitalière, on veut retrouver tout le matériel médical et aller sur les nouvelles technologies. On veut travailler en coordination avec les autres professionnels de santé. Et on veut être considéré comme un professionnel de santé et pas comme un petit commerçant du coin. D'ailleurs, je regrette que pour la formation, on se soit associé au boulanger, au charcutier, au truc, voilà, plutôt que d'avoir une formation avec l'ensemble des professionnels de santé. C'est pas très malin. Ça dilue la santé dans le commerce. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous, on a cette ligne, hein, on défend le monopole, on défend, on est contre l'ouverture du capital de façon très très claire. On est pour bien sûr le maillage territorial et le renforcement des pharmacies en milieu rural, même si elles perdent leurs médecins. Voilà, on a des valeurs et la valeur aussi que l'on a, c'est la solidarité avec vous, la proximité avec vous. Et quand il y a une crise, eh bien, vous avez vu la réaction de l'USPO, c'est de mettre tous les moyens qui étaient à notre disposition pour vous aider, pour vous accompagner, pour informer votre personnel de la situation et faire que votre pharmacie continue de fonctionner et répondre aux besoins des patients. C'est aussi ça la façon de faire du syndicalisme moderne. Donc si ce projet ces propositions qui sont dans la continuité, cette façon de faire du syndicalisme à proximité et en solidarité, en soutien vous conviennent, eh bien vous avez la possibilité de renforcer la position de l'USPO. Ça permettra d'aller encore plus vite dans tous ces projets. Et je prends un engagement aujourd'hui. Et que si nous sommes majoritaires, ce que j'espère, eh bien notre objectif sera de faire l'union de la profession. Nous l'avons déjà fait avec nous travaillons très bien avec les étudiants, nous travaillons très bien avec le groupement, nous travaillons très bien avec le Conseil de l'ordre des pharmaciens. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas travailler aussi très bien avec d'autres syndicats s'ils le souhaitent. Mais si nous sommes majoritaires, nous pourrons tendre la main. Aujourd'hui, c'est en étant dans cette position de minoritaire, travailler ensemble, vous avez vu que c'était compliqué et qu'il y avait plus de calculs politiques que de volonté de faire avancer les dossiers. Donc, ça fera partie des engagements de l'USPO pour les 5 prochaines années, de travailler ensemble et de rassembler la profession. Bénédicte, est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi j'étais encore sur les questions de vaccination, donc je vais regarder ça. Il faut se calmer là, c'est la vaccination, c'est une injection. J'ai oublié un point pour te laisser le temps, Bénédicte, de regarder les questions si tu veux. J'ai oublié un point tout à l'heure quand on parlait du conforter les réseaux, c'était de développer tout ce qui était les outils de télémédecine. Alors, développer la télémédecine, ça ne veut pas dire développer des bornes de mise en relation avec des plateformes des médecins qui soient à Paris, à Marseille ou très loin. C'est tout simplement dans le cadre de l'avenant conventionnel, de développer ces outils de télémédecine et faire aussi une mise en relation entre un médecin
et son patient, qui parfois en milieu rural peut être très loin, et aussi de faire un appel à un besoin quand on a besoin d'un avis d'un spécialiste. On voit ici, on voit beaucoup se développer des liens entre des patients qui sont atteints de cancer et leurs cancérologues qui sont parfois à distance, ou du dermatologue aussi. Donc nous, on veut développer la télémédecine dans le but de valoriser le lien avec le patient et son médecin, et aussi de raffermir et de renforcer et de conforter le réseau pharmaceutique. Alors, déjà, je le dis parce que ça fait toujours plaisir, des remerciements. Donc voilà, et merci pour votre mobilisation. Je n'ai pas voté la dernière fois, mais c'est pour la première fois que je vais voter et mon vote sera pour vous. Félicitations. Voilà, donc ça fait toujours plaisir. Ah ben ouais, Et là, on a bien fait de faire ce webinaire, hein, c'est sympa. Merci pour votre monsieur, confiance. en effet, comment faire quand j'ai égaré une question pratique très importante, comment faire quand j'ai égaré l'enveloppe reçue avec les codes pour l'élection? Alors, dans ce cas, vous allez donc sur le site de l'USPO, c'est expliqué, hein. Donc vous allez vous connecter ou appeler. Ils vont vous demander de vous identifier avec votre numéro RPPS, votre numéro ordinal, hein, bien évidemment, et puis quelques critères. Il ne faut pas que les gens prennent votre place, hein, et essaient de récupérer des votes. Donc tout cela va être tracé. À partir de là, ils vont vous renvoyer les informations avec un nouveau mot de passe, hein, et vous allez pouvoir voter, et bien sûr, l'ancienne enveloppe avec les coordonnées anciennes seront neutralisées pour qu'il puisse y avoir qu'un seul vote. Donc tout ça va pouvoir se faire à partir de mercredi midi. Donc vous allez contacter un certain nombre, effectivement très peu, hein, il n'y a que 1% qui n'ont pas reçu les enveloppes, surtout les médecins d'ailleurs, les pharmaciens très peu, mais effectivement certains pharmaciens les ont égarés, voilà, et donc il est important de pouvoir voter. Donc c'est rattrapable. Vous avez donc dès mercredi matin, faites-le, parce que je pense qu'il va y avoir un petit peu de monde qui n'a pas réalisé que cette enveloppe était importante et qu'il fallait la garder. Donc pas de souci. Vous allez sur le site, tout est indiqué. Vous n'y arrivez pas, vous nous appelez et on vous aidera. voilà. Alors, j'ai pas mal de questions sur la dispensation à domicile. Pourquoi l'ordre cautionne l'intervention de la Croix-Rouge dans le système de livraison? Ah, c'est pas l'ordre qui le C'est cautionne. pas l'ordre. L'ordre a été autant surprise que nous, parce qu'on travaillait ensemble pendant cette crise, et dans nos discussions à trois avec l'autre syndicat et l'ordre, on avait clairement dit que il fallait qu'on demande, puisque on avait fait une enquête, hein, vous nous aviez répondu, on avait à peu près en moyenne 5 dispensations à domicile par jour au moment de la crise du confinement strict qu'il y a eu au mois d'avril-mai. Et donc, au vu de ça, de cette surcharge de travail, on avait décidé de demander à l'assurance maladie de nous indemniser. On avait demandé 5 euros, voilà, je vous dis, hein, 5 euros, quels que soient les kilomètres, pour indemniser. Et on n'était pas loin de l'obtenir. Alors, bien sûr, le directeur, lui, ça lui faisait une dépense supplémentaire. Et là, on a vu la Fédé communiquer, d'autres syndicats communiquer, en disant nous avons trouvé un accord avec la Croix-Rouge qui va venir chercher des médicaments à la pharmacie et les livrer gratuitement. Le directeur de l'assurance maladie n'en espérait pas tant. Donc quand j'ai reparlé de ça, il me dit ben, voyez, il y avait votre copain, il a trouvé une solution gratuite, monsieur Bessé, donc ben voilà, hein, on verra plus tard, hein, mais pour l'instant, on laisse tomber. Voilà. Donc bravo, bien joué. Et je dirais que l'ordre a été mis devant le fait accompli, parce que c'est ce qu'ont fait les Italiens, et M. Bessé a copié sur l'Italie en en nous coupant l'herbe sous les pieds, parce que lui, il n'avait pas demandé, que c'était une idée de l'USPO. Voilà, ça s'appelle une mesquinerie. Alors, sur le sujet aussi PDA, donc j'ai deux questions. Y aura-t-il une négociation sur la rémunération de la PDA en EHPAD? Et ne pensez-vous pas que la rémunération de la PDA va profiter essentiellement aux grosses pharmacies? Alors, c'est certainement pas notre objectif, c'est exactement l'inverse. Donc, effectivement, il y a deux sujets. Il y a la PDA qui est en EHPAD,
où là, ça a fait l'objet à un certain moment de captation d'EHPAD par certains pharmaciens, gros faiseurs qui disaient de toute manière on peut faire ça que par des robots, donc c'est que les grosses pharmacies. On a quelques exemples bien connus dans certains secteurs. L'ancien président de l'UNEPF, le président actuel de l'UNEPF qui s'est associé avec la FSPF. Là, voilà, on a affaire à des gros faiseurs. Quand vous êtes à 100 km d'une EHPAD, ben, ce boulot, vous ne pouvez pas le faire correctement. Parce que les changements de traitement, la rapidité d'intervention, tout ça n'est pas accessible. Et donc, en fait, vous êtes un livreur de serpentins. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est, premièrement, un EHPAD, d'être à proximité et d'être dans le suivi, dans l'accompagnement, le pharmacien référent et le pharmacien correspondant, d'être dans les changements de traitement, d'être dans la consultation médicamenteuse, de faire un véritable travail avec le médecin coordonnateur et les médecins prescripteurs pour accompagner ces personnes âgées qui sont en fait à leur domicile. Un EHPAD, c'est un domicile. Et de ne pas industrialiser, parce que si on industrialise, de toute manière, à un certain moment, ben, Amazon fera l'affaire. Voilà, hein, donc il faut faire attention. Donc nous, c'est toujours bagarré contre ça. Et donc, on veut faire de la préparation des doses administrées un acte pharmaceutique permettant d'améliorer l'observance. Et ce qui nous intéresse, c'est de le faire pour le domicile. D'ailleurs, la personne âgée qui est en perte d'autonomie, qui n'a pas d'infirmière qui passe forcément, ou une infirmière, mais elle n'a pas le temps de faire le pilulier, et bien qu'on puisse faire ce pilulier en étant rémunéré. Et là, on est en train de définir les critères permettant de rendre éligibles certains patients, pris en charge. Et puis pour d'autres patients, ce sera peut-être les contrats de perte d'autonomie qu'on retrouve avec les contrats de complémentaire santé. Mais c'est de faire un acte pharmaceutique et de dispenser ces médicaments à domicile, reconditionnés en PDA et bien sûr rémunérés. Et de ne pas avoir besoin de robots pour faire ça. Aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de faire la préparation administrée avec toute la traçabilité, numéro de lot, etc., sans être obligé d'investir dans des machines à 80 000, 120 000 euros, comme c'était la mode à un certain moment, comme si c'était la seule solution, et donc qui était du coup l'exclusion d'un certain nombre de pharmaciens. Donc nous, c'est exactement l'inverse que l'on veut faire, c'est du semi-automatique, hein, et la possibilité, avec un logiciel spécifique, de tracer, et ça existe, et ça coûte pas cher, et ça permet à tous les pharmaciens de s'investir avec des outils, des semiers qui permettent de travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Et ce n'est pas d'exclure les petites pharmacies, c'est au contraire de rendre accessible à ces pharmacies de pouvoir le faire aussi et de ne pas se sentir exclu du système. Donc voilà, et ça n'a rien à voir avec la dispensation à l'unité. Hein. C'est on reconditionne le traitement pour que le patient ne se trompe pas, avec une traçabilité et intervenir quand il y a un changement de traitement. Donc nous, on ne confond pas la dispensation à l'unité, qui est une grosse bêtise, avec la préparation des doses administrées. Voilà. Donc on n'est pas obligé d'avoir un robot, on le rend accessible à tout le monde. Il faut qu'on soit à proximité des patients, y compris pour l'EHPAD, parce que derrière, c'est un acte d'accompagnement du patient et qui est souvent suivi, qui suit souvent le bilan de médication que l'on fait à l'officine. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est les bonnes pratiques. Et là, les bonnes pratiques, nous, il y a 7 ans, hein, 7 ans, on avait négocié avec le ministère. C'était Christelle Ratignier qui était là à l'époque, qui est maintenant présidente de l'Agence nationale du médicament, et avec qui nous, l'USPO, on avait dit, ben oui, il faut des bonnes pratiques. Parce que si on fait un acte rémunéré, il faut que cet acte soit inscrit dans le Code de la santé publique et soit décrit dans le Code de la santé publique pour que tous les pharmaciens le fassent dans des conditions de sécurité. Et la FSPF a dit, ah non, 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 il ne faut pas mettre des bonnes pratiques, il faut attendre qu'on soit payé. Et le directeur de la CNAM, chaque fois, nous disait, mais tant qu'il n'y aura pas de bonnes pratiques, je n'ai pas la garantie de la qualité de cet acte, donc on n'ouvre pas la négociation. Voilà, on en est toujours là.
7 ans après. Alors apparemment, l'autre syndicat a compris au bout de 7 ans qu'il fallait changer de posture. Ça y est, je crois que ça y est, c'est arrivé au cerveau, mais on a perdu 7 ans, comme on a perdu 1 an pour la dispensation à domicile. Vous voyez, il y a des syndicats qui avancent et qui anticipent, il y a des syndicats qui traînent et qui retardent les dossiers. J'ai pas mal de questions. Alors, j'en prends quelques-unes avant de passer au test et autotest, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. N'y a-t-il pas, sur la médication officinale accompagnée et le partenariat avec Carte Blanche, n'y a-t-il pas un risque qu'à un moment, Carte Blanche impose telle ou telle marque de produits, conseils, prise en charge, comme c'est le cas avec les officines? Non, ça, on l'a bien verrouillé dès le début. C'est un panier de médicaments qui seront présents dans l'officine. Il n'y aura pas de médicaments imposés, il n'y aura pas de marque et il n'y aura pas de prix imposé. Vous croyez que l'USPO est capable de tomber dans ce panneau? On s'est bagarré contre Santé Claire à l'époque et on a obtenu gain de cause contre Santé Claire. Voilà, parce que Santé Claire devait être un acheteur de soins. Donc là, nous, c'est exactement l'inverse. C'est simplement de dire, le raisonnement, il est simple. Là aussi, on s'est bagarré, l'autre syndicat avait rien compris au film. C'est de dire, voilà, dans les soins non programmés, la pharmacie est une porte d'entrée qui peut permettre d'apporter une réponse, un parcours de soins officinal et pas un parcours de consommation aux patients qui ont besoin de médicaments, de conseils, sans passer par la case médecin ou par la case urgence. Voilà, c'est tout. Sauf que, quand vous venez à la pharmacie, il faut payer et c'est pas remboursé. Donc, que font les patients? Ils disent, mais moi j'ai une mutuelle, si je veux être remboursé, il faut que j'ai une prescription. Donc, je cours chez le médecin ou je cours aux urgences de l'hôpital, avec toutes les conséquences de retard que ça. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que les complémentaires santé eh bien, nous aident à faire que cette porte d'entrée soit équilibrée sur le plan financier pour l'assurer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait prendre en charge ce conseil pharmaceutique et les médicaments en tiers payant, mais un tiers payant moderne, 5e génération. C'est-à-dire, du moment que je me connecte pour vérifier que la personne a des droits et qu'elle n'a pas consommé son forfait, eh bien, immédiatement, je suis payé. Voilà. Il y a le feu vert, je suis payé. C'est ce qu'on va faire avec Clésia. Vous voyez, nous, on s'est bagarré pour donner l'exemple avec Clésia. Et Clésia a joué le jeu puisque nos salariés peuvent bénéficier de 50 ou 60 euros, je crois que ça a évolué, de médication officinale par an. Nous, on a défendu ça. L'autre syndicat a essayé de le contrer. C'était ridicule, hein, vraiment ridicule. Et donc, dès qu'on commence à créer un mouvement dans les complémentaires santé, comme par hasard, tout sera en train de bouger. Et comme on met en place un système qui permet de dématérialiser le paiement et de ne pas être à la facturette comme ça se faisait à l'époque, eh bien, ça va marcher. Et donc après, on va travailler un petit peu plus sur l'ergonomie de nos logiciels pour que tout ça soit facilité. Mais on amorce. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer les dossiers. Et si on est capable de faire ça, je peux vous dire que la porte pharmacie et les médicaments en conseil, comme le parcours de soins officinal, va être renforcé. On a de moins en moins de médecins et des urgences de plus en plus encombrées. Et on va aller plus loin. Après, c'est également la phosphomycine pour les cystites, pour les femmes. Ça va être la prise en charge de l'abcès dentaire pour un patient qui vient, comme d'habitude, avec une belle pêche. Ben oui, on sait très bien qu'il va falloir mettre sous antibiotiques et qu'il va falloir donner un antalgique de second niveau à ce patient. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui conseillez? Un bain de bouche, du paracétamol. Donc, on n'est pas équipé pour faire ça. Donc, il faut qu'on s'équipe pour rendre service, parce que de toute manière, s'il va chez le dentiste, il ne pourra pas le toucher. Il faudra qu'il lui mette une semaine d'antibiotiques. Donc, autant qu'on le fasse, là aussi, dans le cadre d'un protocole. Voilà. Donc, c'est ça la stratégie. Et donc, bien évidemment, c'est d'ailleurs quand on a construit avec carte blanche, 2 ans de négociation, hein, la porte d'entrée, et c'était toujours pareil, on pouvait rentrer, est-ce que j'y ai droit? Non, non, on ne commence pas par les droits. On commence par demander au patient de quoi il a besoin et on construit le conseil et les médicaments adaptés. Et une fois qu'on a fait ça,
à ce moment-là, on regarde si c'est pris en charge. Vous voyez, c'est bien le pharmacien qui décide et c'est bien le pharmacien qui choisit. Alors après, il y a des plafonds, hein, bien évidemment, mais c'est un plafond global du conseil ou un plafond annuel. Ça va dépendre des différentes stratégies qui seront mises en place par d'autres complémentaires, bien sûr, qui sont en train de courir derrière maintenant. Si, on a créé le mouvement, hein, c'est parti. Est-ce que non, oui. Le pharmacien, quand est-ce que le pharmacien correspondant sera applicable? Et est-ce qu'il faut impérativement appartenir à une CPTS pour mettre en place ce pharmacien correspondant? Alors là, le décret devrait sortir pour s'enregistrer. Hein, le décret sur le pharmacien correspondant, le fonds existe déjà hein, depuis 7-8 ans. Mais là, le décret qui va permettre de s'inscrire à l'assurance maladie va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, eh bien, il va falloir construire des protocoles avec les médecins. Et ce sera pas, on verra si c'est obligatoirement dans le cadre du CPTS, ça peut être dans le cadre d'une équipe de soins primaires. Et nous, on essaie sur les équipes de soins primaires d'être sur des équipes souples, c'est-à-dire qui soient liées à un besoin du patient et pas à la création d'une association. Et on est en train de demander à ce qu'il y ait des expérimentations sur ces équipes de soins ouvertes, permettant justement de faire un travail commun, médecin traitant, pharmacien correspondant. Et donc, on va voir comment maintenant on le met en place. La partie n'est pas finie, hein. Mais vous voyez, 10 ans de travail et d'acharnement de l'USPO. C'est ça un syndicat pugnace, il lâche rien. Mais c'est compliqué, hein, parce que les médecins voient bien que le pharmacien correspondant, il va avoir des prérogatives, comme les infirmières en pratique avancée. Et donc, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Vous voyez. Même pour la vaccination, il y en a qui n'avaient pas compris qu'on était capable de le faire. Quoi. Voilà. Donc, ouais, il y a du boulot, mais vous inquiétez pas. Hein. On fait avancer les dossiers. Oui, alors ça va être dans le cadre du protocole, et on verra si on est obligé d'être dans des structures qui soient complètement comme les CPTS, ou si on peut le faire à travers des équipes de soins ouvertes, ce qu'on espère. J'ai pas mal de questions sur les petites pharmacies et les nouvelles missions. Pensez-vous, par exemple, on se sent dépassé par toutes ces interventions? Pensez-vous que ce que vous proposez est surtout adapté aux plus grosses pharmacies? Et que prévoyez-vous pour les petites pharmacies? Alors, on a mis en place cette année, et on va encore le pousser, une organisation pour l'organisation au changement. Comment on va pouvoir aider la pharmacie à changer? Alors, ça va être par exemple en développement. Alors, c'est des exemples que je donne. On va travailler dessus dans l'avenir avec l'USPO. Par exemple, le tiers payant. Le tiers payant, c'est quelque chose qui est chronophage, d'aller voir tous les rejets qu'on peut avoir. Eh bien, on vous propose d'adhérer à une autre structure que Réseau Pharma qui s'appelle AGTIP, qui va gérer le tiers payant pour vous, qui va en plus faire que vous allez être payé sous la forme rapidement, c'est vous qui allez définir la rapidité avec laquelle vous voulez être payé, et sous la forme d'une seule ligne. Et ils vont gérer les rejets pour vous. Une fois que vous aurez indiqué que Monsieur X avait tel changement de mutuelle, eh ben, ils vont gérer, ils vont recycler, et ils vont vous faire gagner du temps. Ce temps que vous allez pouvoir gagner, vous allez pouvoir le mettre à disposition de vos patients dans un accompagnement. Et cette organisation au changement, on va encore l'accélérer et on va encore la développer un peu plus. Juste par rapport aux petites officines. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces nouvelles missions, elles ont un caractère spécifique qui, elles sont faites sur rendez-vous. Et donc, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que vous pouvez vous organiser dans des périodes qui sont un petit peu plus creuses. L'été, on sait que quand on est dans le sud, en début d'après-midi, c'est un petit peu plus calme, de pouvoir mieux organiser son flux de patientèle. Et donc, l'aide au changement, ça va être une des missions, ce que dit Pierre, c'est une des missions que l'on va mettre en place dans le cadre des URPS, justement, dans ce que vous allez élire, pour vous aider à avoir cette réflexion que tous les métiers ont. Le changement, ça va très très vite aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut, c'est pas le subir, le changement, c'est le gérer. Et donc, il y a des clés pour ça.
Et donc, on va vous donner des clés. Et bien, effectivement, la gestion du tiers payant qui est trop chronophage, on a un outil avec l'AGETIP qui permet de le faire. On a Osfarm aussi qui permet de le faire aussi bien. Voilà, Réseau Pharma est un outil dépassé aujourd'hui, complètement dépassé, qui coûte cher. Donc, débarrassez-vous de ça et changez et allez sur des outils beaucoup plus modernes et beaucoup plus adaptés. Recevoir aujourd'hui des représentants pour négocier le bout de gras, etc. Est-ce que quand vous avez des groupements qui vous permettent de soulager cette partie de gestion, eh bien, vous pouvez peut-être travailler différemment et optimiser, parce que tout ce qui est back-office, c'est des charges et ça vous coûte de l'argent. Tout ce qui est nouvelle mission, ça vous rapporte de l'argent. Donc voilà, si vous voulez développer votre entreprise, les charges administratives doivent être mieux organisées, pas forcément déléguées, hein, parce qu'il y a des sociétés qui vous proposent des services qui vous coûtent encore plus cher. Donc méfiez-vous, notamment sur la gestion du tiers payant. Il y a des gens qui viennent à 1 000 € par mois sans aucune vergogne, donc il faut faire attention. Voilà, il faut avoir un coût adapté, vous pouvez déléguer, mais il faut avoir un coût adapté. Et puis, il y a des outils aujourd'hui qui sont pilotés par des pharmaciens, comme l'AGETIP. Franchement, ça vous fait gagner un temps fou, fou, fou. Franchement. Et alors, votre trésorerie augmente en plus. Donc, c'est génial. Donc, AGETIP, nord de la France. Excellent. Ils travaillent, y compris maintenant avec les DOM, hein, donc il n'y a pas de souci, y compris les ultramarins travaillent avec l'AGETIP maintenant sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas. Donc oui, c'est fait aussi pour les petites officines. Oui, c'est un petit peu plus difficile, mais par définition, les petites officines ont moins de patientèle concernée par ces nouvelles missions. Et quand je vois qu'il y a 18 900 pharmaciens qui vaccinent, bon voilà, 11 100 pharmaciens qui font des tests antigéniques, maintenant il faut aussi faire des entretiens pharmaceutiques. C'est très valorisant hein, pour à la fois pour vous. Là aussi, on va aider hein, sur les entretiens pharmaceutiques. On va donner des clés permettant de les réaliser plus facilement et de ne pas se sentir perdu, bien évidemment. Donc c'est pour nous absolument une priorité que tous les pharmaciens aient accès à tous ces facteurs de croissance. J'ai des questions sur AGETIP, alors je sais que... Oui, je suis intarissable. Oui, je sais, c'est pour ça, je vois l'heure passer, je me dis, est-ce que je les pose non, vraiment? Allez, une seule, oui, allez-y. C'est l'avantage du direct, c'est qu'à bout de moment, il faut répondre à toutes les questions. Voilà. Alors là, on y est jusqu'à minuit. Hein. Quelle est la différence entre AGETIP et Réseau Pharma? Le secrétaire gérant nos rejets nous a demandé de passer sur Réseau Pharma. Je m'interroge quand j'entends Gilles. Le secrétaire, je n'ai pas compris, le secrétaire? Le secrétaire gérant nos rejets nous a demandé de passer sur Réseau Pharma. Ah, ça c'est. Ouais, alors, si c'est une société qui dit il vaut mieux passer par Réseau Pharma parce que comme ça c'est mal fait et donc moi je fais, c'est pas le meilleur argument que j'ai entendu. C'est simplement que l'AGETIP aujourd'hui, l'avantage, c'est vous envoyez 10 000 € de tiers payant. Vous avez choisi d'être payé à J+2, J+3, ils vous payent 10 000 €. Voilà. Et ensuite, vous avez un portail où vous avez les rejets. Et ces rejets, si c'est des rejets régime obligatoire parce que vous êtes trompé, parce que vous avez fait quelqu'un en invalidité alors qu'il n'est pas en invalidité, vous recyclez la facture comme aujourd'hui. Donc votre société peut le faire. Celle qui vous gère le tiers payant et les rejets peut faire cette partie, mais à partir de ce portail. Quand vous êtes sur la partie complémentaire santé, que vous avez un rejet, assuré inconnu, vous avez la carte, vous envoyez la carte, la photocopie de la carte à l'AGETIP, et c'est l'AGETIP qui va se prendre 10 minutes au téléphone Vivaldi pour récupérer les 3 €, parce que c'est lui qui n'a pas été payé, parce que vous avez été payé les 3 €. Donc ça facilite la gestion du tiers payant, ça améliore votre trésorerie parce que vous êtes payé d'emblée, et si vous laissez courir ce dossier pendant 3 mois, au bout de 3 mois, bien évidemment, si vous n'avez pas justifié pourquoi vous avez fait ce tiers payant, eh bien l'AGETIP vous le retient sur le prochain paiement. Mais c'est compatible avec les sociétés qui gèrent le tiers payant que vous avez, mais sauf qu'il faut qu'elles travaillent différemment. Quand c'est le tiers payant complémentaire santé, eh bien
elle envoie la carte, et puis c'est l'AGETIP qui gère cette partie-là. Quand c'est une partie régime obligatoire et qu'il faut recycler, ben, elle fait comme aujourd'hui le recyclage. Donc c'est pas incompatible. Par contre, votre relevé de banque, quel bonheur! Au lieu d'avoir 10 pages par décade, vous n'en avez que 3, puisque c'est une seule ligne. 10 000 €. Alors qu'avant, vous aviez la SNCF, la telle mutuelle, et il fallait tout pointer. Là, vous pointez plus rien, puisque vous avez tout sur le portail, et vous n'avez que les incidents qui apparaissent sur le portail, et vous pouvez les gérer très rapidement, et vous êtes à jour de votre tiers payant. Et à la fin de l'exercice, vous appuyez sur un bouton, et vous avez toutes vos gardes, toutes vos ROSP, toutes les ROSP structures, etc., avec des taux de TVA, ce qui est, si vous êtes à 3 jours, ce qui a été payé, ce qui n'a pas été payé, et en 1 minute, vous donnez ça à votre comptable, et vous avez tout votre tiers payant, et toute la partie délégation qui est gérée, donc c'est du pur bonheur. Alors là, vous dégagez du temps en back-office, et vous allez pouvoir consacrer du temps à vos patients, à faire des entretiens, à faire de la vaccination, à faire autre chose que de pointer le soir vos relevés de banque pour faire des rapprochements bancaires. Et en prix, ben, ça coûte pas plus cher que le réseau pharma. Et par contre, en trésorerie, quel bonheur, quoi. Quand vous êtes payé à J+2 ou J+3, ben, je peux vous dire que vous récupérez très très vite de l'argent parce que tout est payé d'emblée, quoi. Et vous n'attendez pas 7 jours pour le paiement de telle et telle mutuelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut mettre le numéro de l'AGETIP, hein, il faut l'afficher, là. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, Vous mais vous ça, je l'ai dites, pas, alors moi. quoi? AGETIP, A-G-E-T-I-P, vous allez Non. sur Chrome et vous les appelez, voilà, On mettra des références sur le site, sur le site sur le site. USPO. Ouais. Ouais. Et oui, on peut adhérer à la GTIP dans toute la France. J'ai dit Oui, Oui. et y compris ultramarins. Et ceux qui ne veulent pas rentrer dans cette procédure d'avance de frais, ben, ils ont d'autres systèmes comme Osfarm, qui est beaucoup plus performant que Réseau Pharma. Alors, on passe aux autotests ou j'en prends encore une dernière? Allez, une dernière. Je sais pas pourquoi je vous pose la question. Alors, j'ai aussi des questions sur l'administratif et les CPTS. Comment réduire le temps chronophage administratif pour entrer dans les CPTS? Ça demande trop de temps, etc. pour s'investir. Enfin, ça ressort beaucoup. Ouais, ouais. Mais ça, on est en train. Bon, alors, il y a deux choses. Il y a la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, et après, il y a les équipes de soins primaires, qui sont l'équivalent des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais sans les murs. Parce que quand il y a les murs, c'est encore plus compliqué. Donc les CPTS, de toute manière, c'est une vision du territoire, des besoins de la population qui est sur ce territoire, en fonction de l'offre de soins qui existe. Est-ce qu'il y a un hôpital, pas d'hôpital, combien il y a de médecins, combien des patients, est-ce qu'ils sont plutôt âgés, est-ce qu'ils sont plutôt, ils ont beaucoup de diabète, etc. Et ça permet de travailler sur les objectifs sur ce territoire, c'est-à-dire pas de, il faut que tout le monde ait un médecin traitant, il faut organiser les soins non programmés, il faut organiser la coordination avec la sortie hospitalière, faire de la prévention et du dépistage. Voilà les grandes missions de la CPTS. Et donc ça permet d'avoir une réflexion entre tous les professionnels de santé, y compris les représentants des patients, y compris les représentants des établissements hospitaliers ou privés, et les autres professionnels de santé, et y compris le médico-social. Et donc, ça permet de créer une dynamique sur le territoire pour travailler ensemble. Donc ça, c'est absolument indispensable. Oui, ça prend du temps, mais là, l'assurance maladie, avec les ARS, sont en train de faciliter tous les projets qu'il fallait mettre non formatés, etc. Ils sont en train de mettre un gros coup d'accélérateur. Et il y a beaucoup d'argent qui va être investi pour pouvoir justement embaucher des personnes, pour pouvoir après gérer cette CPTS. Et après, il y a les équipes de soins primaires, où chaque fois, il faut créer une association. Et là, c'est trop compliqué. C'est trop long, parce que ça rajoute encore pratiquement 6 mois, 1 an de travail, alors que c'est la partie intéressante, parce que là, on s'intéresse à la patientèle que l'on partage avec un médecin, un infirmier, un pharmacien. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un patient a besoin, sort de l'hôpital, il faut qu'il soit équipé,
c'est un patient compliqué, c'est un patient qui a des plaies qui ne se guérissent pas, c'est un patient qui a un diabète qui est instable. Eh bien, ce que l'on dit, c'est qu'il faut s'organiser autour de ce patient, donc créer une équipe de soins sans structure, sans administratif, simplement avec des protocoles, le signaler à l'assurance maladie comme on déclare le pharmacien correspondant aujourd'hui, et avoir un mode de rémunération avec qui descende à chaque professionnel parce qu'ils prennent en charge ce patient. Donc voilà ce que l'on essaie d'expliquer à l'assurance maladie, c'est arrêter de nous faire de l'administratif, de créer des associations loin d'un salon partout. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est d'être rapide pour prendre en charge un patient qui est en difficulté immédiatement.